Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'acupuncture, de son mécanisme d'action et puis de sa place dans une période qui nous concerne tous, qui est la période périopératoire. Alors déjà, en brève introduction, un petit peu d'histoire. Depuis quand ça date, l'acupuncture? Quand est-ce qu'on a retrouvé les premières traces? Et bien en fait, il y a très longtemps de ça, on en retrouve les premières traces d'utilisation il y a à peu près 5000 ans, essentiellement dans le continent asiatique, a priori essentiellement en Chine, mais également un peu en Inde. Et il a fallu attendre, en fait très longtemps, avant d'avoir les premières utilisations dans nos pays occidentaux. Et essentiellement, pour le cas de la France, il a fallu attendre 7 hommes, le docteur Berlioz, qui est pour la petite anecdote le père du célèbre compositeur français, qui a fait un voyage dans le continent asiatique, a observé la pratique de l'acupuncture, on a écrit un traité et puis a utilisé pour la première fois, au début du 19e siècle, en 1810, l'acupuncture sur un patient en France. Donc un laps de temps qui est en fait très très important. Mais comment ça marche? Alors l'acupuncture, il y a plusieurs visions des choses qui s'opposent mais qui en fait plutôt se complètent. Il y a la vision traditionnelle, essentiellement asiatique, qui se base sur l'équilibre entre deux forces, le yin et le yang, qui formerait une énergie vitale. Et cette énergie, elle circulerait dans des flux d'énergie à travers le corps qu'on appelle les méridiens. Et en fait, des dysfonctionnements au niveau de ces flux, notamment des ralentissements, des blocages de cette énergie, seraient à l'origine des symptômes de nos maladies et nous, on pourrait y avoir accès via des points d'acupuncture. Ça, c'est la version traditionnelle et s'y ajoutent des données un peu plus récentes, un peu plus scientifiques, avec plusieurs mécanismes d'action potentiels. Le premier, c'est celui-là. Tout part de la stimulation de l'acupuncture. Donc, il y en a plusieurs types, il y a plusieurs types de façons de faire de l'acupuncture. Les aiguilles d'acupuncture que tout le monde connaît. Et puis, il y a également l'électroacupuncture, une aiguille via laquelle on applique un stimulus électrique à différentes fréquences. Et puis également l'acupression. Au niveau à la place de mettre une aiguille, au niveau du point d'acupuncture, on appuie simplement avec le doigt de façon un peu prolongée. Donc de cette stimulation, eh bien, est produit un signal qui va aller vers la cône postérieure de la moelle et va remonter jusqu'à l'encéphale, essentiellement au niveau du thalamus et de la substance périventriculaire. Ces données-là, on les a via des études, notamment d'IRM fonctionnelles, qui retrouvent des activations de ces zones lors de la pratique de l'acupuncture. Et de l'activation de ces régions centrales va en découler une régulation descendante via les voies descendantes inhibitrices et notamment via la sécrétion d'endorphines endogènes qui sont essentiellement des molécules qui sont voisines de la morphine. Donc ça, un premier mécanisme qui s'associe à un second dont vous avez tous entendu parler, qui est la théorie du gate control, on l'a tous étudié pendant l'externat. C'est une modulation segmentaire au niveau spinal de la douleur. Le neurone ascendant ici qui transmet le signal douloureux, il est relié à différentes voies. Les voies de la nociception, des fibres C ou A delta qui transmettent les stimulus nociceptifs, qui activent ce neurone ascendant, et puis les fibres A bêta, plutôt les voies du toucher, qui elles aussi influent sur ce neurone. Et au milieu, il y a le neurone qui va inhiber en fait les voies de la douleur. C'est un interneurone en fait inhibiteur et qui va avoir différentes afférences en fonction des fibres. Vous le voyez ici. Les fibres de la nociception, elles vont inhiber cet interneurone et donc être à l'origine d'un phénomène qu'on connaît tous, qui est la facilitation de la douleur. Et puis les fibres du toucher qui, elles, vont tendance à l'activer et donc à inhiber cette voie douloureuse et donc faire cette modulation au niveau spinal de la douleur. Donc il y a différentes études qui ont essayé d'aller dans le sens, en tout cas, pas forcément de prouver, d'aller dans le sens de ces théories, notamment celle-ci que je trouvais intéressante et je voulais vous la présenter. Elle date un petit peu, elle date de 1977, sur 51 patients. Alors la figure, vous allez voir, il y a plusieurs courbes, ça peut sembler un peu compliqué, mais en fait c'est très simple à comprendre. Il y a en abscisse le temps, avec un temps 0, 5 minutes avant, et puis différents temps qui suivent, et puis en ordonnée, des seuils de douleur. En fait, c'était des patients, vous allez comprendre, à qui on faisait une stimulation au niveau d'une dent, on augmentait l'intensité de la stimulation jusqu'à ce qu'elle devienne douloureuse. On arrêtait, et on notait ce seuil de douleur qu'on moyennait sur la population générale à 100%.
Donc le premier groupe de patients, c'est celui-ci, c'est le groupe témoin, des gens qui sont issus de la population générale. Donc sans surprise, on a un seuil de douleur, vous voyez, qui est aux alentours de 100-105%. Deuxième groupe, nettement plus intéressant, c'est des patients chez qui on faisait de l'acupuncture, et là on voit qu'on doit augmenter le seuil de stimulation pour que la stimulation devienne douloureuse, et donc qui suggérait un effet antalgique de l'acupuncture. Alors vous voyez, au temps 0, ils ont injecté du sérum physiologique, vous allez comprendre pourquoi, c'est le contrôle du groupe d'après, et sans surprise, ça n'a absolument rien changé sur l'effet antalgique de l'acupuncture. Et le troisième groupe, c'est le plus intéressant, des patients également chez lesquels on fait de l'acupuncture avant les stimulations. Donc au temps 0, on voit qu'ils ont un seuil qui est à peu près similaire au groupe précédent. Et puis au temps 0, on injecte non pas du sérum physiologique, mais de l'analoxone, qui est un antagoniste de la morphine. Et on voit clairement, on a l'impression de voir une antagonisation de l'effet de l'acupuncture, avec des seuils qui reviennent au niveau du groupe témoin, et puis qui, avec le temps, reprennent progressivement la voie du groupe acupuncture. Et donc l'effet ici qu'on suppose, c'est que l'analoxone inhiberait ici les endorphines endogènes, et donc irait dans le sens des premiers mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu mieux comment ça marchait, quelle est la place de l'acupuncture dans notre pratique courante à nous anesthésistes, et quel impact il pourrait y avoir. Alors vous allez voir, il y en a plein. Le premier auquel je me suis intéressé, c'est celui qui me venait en tête, en fait, je pense à l'esprit de tout le monde quand on parle d'acupuncture dans la place de la chirurgie, c'est l'effet antalgique. Et vous allez voir, il est retrouvé, notamment dans cette méta-analyse de 2017, dans un contexte de chirurgie générale. Quand on cumule les données, on s'aperçoit que sur un total de 880 patients, dans 13 études, on a une diminution de l'échelle de douleur de à peu près 1,3 sur une échelle numérique dans le groupe acupuncture versus un groupe contrôle chez lesquels on réalisait en fait une fausse acupuncture, une sorte de placebo. Donc une diminution qui est significative, modérée certes mais significative, des seuils de douleur et qui était associée dans la même méta-analyse à une diminution significative également de la consommation de médicaments antalgiques, ici moins 0,7 mg de morphine. Certes peu, mais significatif. Alors les scientifiques ont essayé de voir si, là on est dans le contexte de chirurgie générale, est-ce que quand on se focalise sur différents domaines, on a l'impression qu'il y a des chirurgies qui seraient plus réceptives que d'autres? Globalement non, on retrouve à peu près toujours les mêmes résultats. Ici, en 2020, les effets de l'acupuncture dans la chirurgie orthopédique. Également en 2021 dans la chirurgie thoracique. Et ici, dans la chirurgie abdominale cette année. Globalement, ce qu'on retrouve, c'est toujours les mêmes résultats, des diminutions qui sont significatives, mais modérées de l'échelle de douleur et de la consommation d'opioïdes. Alors j'entends déjà les premières remarques, 1 point de VA et puis 0,7 mg de morphine, est-ce que ça a vraiment un impact chez nos patients? Premièrement, 1 point, mine de rien, on prend. Et puis 0,7 mg, moi je trouvais ça intéressant de le comparer à quelque chose qu'on fait tous les jours. Moi je l'ai fait hier encore. Au bloc opératoire, à chaque fois on prescrit du paracétamol chez nos patients. Alors j'ai pas trouvé d'études vraiment bien faites de l'effet du paracétamol en période périopératoire, mais j'ai trouvé celle-ci, je trouvais ça intéressant de la partager avec vous. En 2007, sur presque 1800 patients dans le contexte de lombalgie chronique, et on voit une absence presque totale d'effet du paracétamol versus le groupe contrôle, alors que c'est le traitement finalement de première intention, qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, et qu'on prescrit larga manu, alors que pour le coup il a des effets secondaires certains. Est-ce qu'on s'arrête à l'effet antalgique? Clairement pas. L'effet le plus probant dans les études, c'est celui sur les effets sur les nausées et vomissements post-opératoires. Là, on a des points d'acupuncture qui sont beaucoup plus précis. Ce sont ceux-là dans les études sur la douleur. En fait, c'est assez vaste. Il y a pas mal de points qui sont utilisés. Là, il y en a 2 francs, notamment celui de gauche, le point MC6, 3 travers de doigts en dessous du poignet, et puis le point E36 ou ST36 au niveau du tibia. Pareil, encore une fois, 3 travers de doigts sous la rotule. Et là, les résultats sont nettement plus satisfaisants. En 2021, ici, une étude sur la chirurgie gynécologique, plus de 1000 patients, et une diminution de moitié des nausées et vomissements en post-opératoire, avec, vous le voyez, un intervalle de confiance qui est franchement étroit. Et cet effet, il était associé à une diminution, pareil, de moitié de la consommation des médicaments antiémétiques. Pareil, là, donc là, c'était en contexte de chirurgie gynécologique, et on le retrouve
dans la chirurgie générale, dans la chirurgie abdominale et en 2020 également dans la chirurgie pédiatrique. Alors, effet antalgique, modéré mais a priori certain. L'effet sur les nausées, là pour le coup, franchement satisfaisant. Est-ce qu'on peut en attendre d'autres choses de l'acupuncture? A priori oui, en fait il y a plein d'études qui ont essayé de trouver plein d'effets potentiels. Je ne peux pas tous vous en parler, je peux pas parler de tous, mais je vous en ai sélectionné certains qui me semblaient intéressants, notamment sur la réhabilitation post-opératoire. Cette étude, là c'est pas une méta-analyse, mais elle date de l'année dernière, un essai contrôlé randomisé sur près de 460 patients qui s'intéressaient donc à des patients en contexte de chirurgie carcinologique, digestive, estomac, pancréas, et qui retrouvaient, je vous ai mis les résultats ici, une reprise du transit plus précoce chez les patients, de manière significative. Vous voyez, par exemple, la J5, on a presque 85% des patients dans le groupe acupuncture qui reprennent un transit contre 78% dans le groupe contrôle. C'était associé à une réhabilitation plus précoce. Les patients, ils marchaient de manière autonome plus rapidement dans le groupe acupuncture que les autres. Et au total, une durée d'hospitalisation qui était réduite. Vous le voyez, de manière significative, presque 3 jours d'écart sur une dizaine au total entre le groupe acupuncture et le groupe contrôle. Donc ça pourrait être franchement intéressant, surtout qu'on est dans des politiques actuellement qui nous encouragent de plus en plus à faire de la RAC, notamment en chirurgie digestive. D'autres effets un peu plus étonnants, la stabilité hémodynamique péropératoire. Au début, j'étais un peu surpris quand j'ai vu les articles là-dessus. Alors il y en a moins, malheureusement, ils sont d'un peu moins bonne qualité, mais je les trouvais vraiment intéressants, notamment celui-ci, en 2012, ça date un peu plus, sur 67 patients, qui s'intéressaient essentiellement à des gens qui avaient une chirurgie au niveau d'une hernie inguinale, avec comme technique anesthésique utilisée la péridurale. Alors vous voyez, à gauche en ordonnée, la fréquence des hypotensions pendant l'opération, et puis en abscisse, les différents groupes. À gauche, le groupe contrôle, et puis à droite, différents groupes. Là, en l'occurrence, c'était l'électroacupuncture, et on voit les groupes en fonction de la fréquence de stimulation utilisée. Et ce qu'on observe, c'est des résultats qui sont assez frappants. Dans le groupe contrôle, 80% de fréquence d'hypotension à l'induction. L'induction étant ici, c'était 15 cc de xyloadré 2% qui était utilisé, plus ou moins des bolus de 5 ml si le niveau obtenu n'était pas satisfaisant. Et on voit que, en fonction de la stimulation, on a l'impression d'avoir un effet dose-réponse en fait. Plus l'intensité est élevée, moins on a d'hypotension. On arrive dans le groupe 40 Hz à moins de 10% des patients qui ont une hypotension. Alors, ces études qui ont malheureusement pas mal de défauts, pas beaucoup de patients, et en fait surtout pas beaucoup de données sur les patients. On ne connaît pas vraiment quelle est la dose totale utilisée dans les différents groupes. On sait qu'il y a potentiellement des bolus supplémentaires, mais on ne connaît pas la dose cumulée. On ne connaît pas la fréquence des hypotensions non plus. On n'a pas beaucoup de données sur les patients, les causes potentielles qui amèneraient un biais dans les causes d'hypotension. Mais en tout cas, c'est des effets qui sont retrouvés dans différentes études, dont il y en a notamment une sur la césarienne programmée. Et puis, cette stabilité hémodynamique, elle expliquerait en fait d'autres effets qui sont retrouvés dans la littérature, notamment dans le taux de troponine en post-opératoire chez des patients à haut risque cardiovasculaire. En 2019, on retrouvait une diminution du taux de troponine, potentiellement associée donc à cette stabilité hémodynamique plus importante. Et puis également, une amélioration de la fonction cognitive chez les patients âgés avec des MMS qui étaient meilleurs dans le groupe acupuncture. Et là encore une fois, les auteurs supposaient que c'était dû à une meilleure stabilité hémodynamique et donc une protection cérébrale durant l'intervention. Donc en conclusion, les messages clés que je voudrais vous faire passer, s'il y en a un, c'est celui-là, c'est que en fait, il faut essayer de se débarrasser un petit peu des préjugés qu'on a sur cette technique et des pensées un peu magiques, un peu ésotériques qu'on a autour de ça. Probablement, en fait, il y a des mécanismes physiopathologiques qui sont certains et qui sont de mieux en mieux compris, en fait. Et donc, on devrait l'utiliser de plus en plus, d'autant plus qu'on l'a vu, il y a des effets bénéfiques qui sont assez nombreux. Alors, certains plus flagrants que d'autres, on pense notamment aux nausées, aux vomissements post-opératoires, mais a priori, il y a quand même un vaste panel d'effets bénéfiques possibles, et pour des effets secondaires qui sont quasi inexistants. On le voit dans les études, globalement, les seuls qui sont rapportés, c'est des légères infections au niveau du point de ponction, et qui sont en fait, la majorité des cas, on peut les éviter si on respecte les règles standards d'hygiène. Je vous remercie pour votre attention.